Ainsi, pour préserver l'environnement de notre île, de nouveaux métiers se créent. Je vous propose de rencontrer ces gardiens de la nature. Leur devise, protéger la faune et la flore. Sous l'influence de l'homme ou sous l'influence des éléments naturels, la nature se dégrade. Pour la préserver, chaque jour, des hommes travaillent en forêt ou en rivière. Un exemple, la brigade de la nature. I don't think you realize, don't think that you recognize just how much you mean to me and that ils sont là-bas. you make me Ils sont dans la so végétation là-bas. La brigade de la nature, vous existez depuis quand ? Alors on existe depuis 1994. À l'époque, le ministère de l'Environnement avait demandé à l'Office national de la chasse d'être présent sur l'île de la Réunion. Et donc on a créé une brigade à l'époque avec des agents de l'ONF, une brigade mixte, puisque l'ONF était déjà présent depuis un certain temps. Donc on voulait profiter un petit peu de leur expérience. Ensuite, en 1996, s'est rajouté le Conseil supérieur de la pêche. Et au fur et à mesure du temps, cette brigade a évolué par diverses conventions. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec 8 agents, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et des agents du Parc national de la Réunion. Là, on est sur la rivière des Galets comme les autres rivières. Est-ce que tout est interdit sur ce genre de rivière ou... Non, tout n'est pas interdit. Vous pouvez à la limite pêcher en respectant la réglementation, c'est-à-dire qu'il vous faut prendre une carte de pêche qui vous donne l'autorisation de pêcher certaines espèces en respectant la taille, en respectant les dates et ainsi de suite. Tout n'est pas interdit. Alors notre rôle, c'est effectivement de verbaliser les braconniers, mais c'est aussi de délivrer une information aux gens parce que tout le monde ne connaît pas spécialement la réglementation ou la législation qui est mise en place. Surtout qu'il faut reconnaître que quelquefois elle est un petit peu compliquée. Donc on est là aussi pour donner de l'information, pour aider les gens à comprendre. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Donc dans ce cadre-là, on les reprend plusieurs fois où vraiment ils commettent des grosses infractions. Et à ce moment-là, donc on les verbalise. Autre terrain d'action de la brigade de la nature, l'étang Saint-Paul, qui vient juste de passer en réserve naturelle. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Donc aujourd'hui ce monsieur est en train de pêcher, donc on est en réserve naturelle comme on vous l'a dit tout à l'heure, et surtout on est en deuxième catégorie piscicole. Et en cette période de l'année, la pêche est fermée jusqu'au 2 avril. Donc la pêche est soumise donc, à délivrance de cartes et d'autorisation auprès de la Fédération de pêche. Donc ce monsieur est en infraction, et bien on va le verbaliser à ce titre. Et quelle est la particularité de cet endroit ici ? Si on a effectivement mis la plus haute protection en matière de protection de l'environnement sur l'étang Saint-Paul, c'est que c'est un écosystème hyper important. Pour la faune, parce qu'ici vous avez toutes les espèces possibles et imaginables, vous avez la papan, vous avez les endormis, c'est une niche écologique vachement importante. Et deuxièmement, pour la partie aquatique également, ça permet, si vous voulez, de zones d'expansion des crues, d'où l'importance de ne pas endiguer de chaque côté la zone humide. Donc en fait, il est important que ces espaces, cette zone ici à Étang-Saint-Paul, reste vierge, reste sans habitation. Vierge non, parce qu'on ne peut plus laisser les territoires vierges. Mais du fait qu'il y a une protection forte dessus, il faut que cette zone continue à jouer son rôle de filtre. C'est-à-dire elle a un rôle essentiel sur la continuité des espèces, la continuité écologique des espèces, que ce soit marine ou terrestre, et surtout elle a un rôle, si vous voulez, d'épandage des eaux. C'est-à-dire elle va canaliser tous les eaux des bassins versants qui sont en amont, elle va réguler l'énergie de l'eau et pour pouvoir l'évacuer vers l'océan. Donc on a besoin de l'intervention de l'homme, si vous voulez, pour enlever, pour nettoyer, pour enlever les laitues d'eau par exemple, ou pour enlever tout ce qui est surplus pour pouvoir garder justement une partie humide, une surface mouillée. Sinon on a une tendance à l'eutrophisation, et l'eutrophisation, comme vous savez, c'est le fait que la végétation pourrisse et l'eau devienne verdâtre, il n'y a plus d'oxygène, et une fois qu'il n'y a plus d'oxygène, tout ce qui est animaux macro-invertébrés ou espèces piscicoles vont disparaître. Et selon vous, protéger cette nature, c'est primordial ?
C'est primordial, bien sûr que c'est primordial, puisque nous on est payé pour le faire, c'est-à-dire on est des agents de l'État payés pour le faire, mais la protection de la nature c'est le rôle de tous, c'est le rôle de chaque citoyen. On va laisser demain un patrimoine végétal et animal pour nos enfants, d'où l'utilité de protéger ce patrimoine commun. Et c'est grâce à ces actions qui préservent la nature que La Réunion prétend aujourd'hui à son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Olivier, qu'est-ce que le parc national de La Réunion peut faire pour influencer cette inscription ? Déjà, on lui a confié le Conseil général, le Conseil régional, l'Assemblée des maires, qui était à l'origine de cette candidature, avec l'État bien sûr, ont confié au Parc national le soin de faire ce dossier de candidature. Donc il a fallu effectivement réunir beaucoup d'expertises, mobiliser beaucoup de scientifiques pour faire ce dossier, qui maintenant a été transmis à l'UNESCO et qui est examiné par un comité d'experts de l'UICN. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour la suite? C'est un travail de lobbying, comme on dit, c'est-à-dire d'essayer de se mobiliser pour montrer plusieurs choses. D'une part, que le bien, tel qu'on dans le jargon UNESCO, c'est-à-dire le site qui va être classé, en vaut la peine, était unique et universel. Ça, je crois que le dossier l'a bien montré. Mais il y a d'autres aspects qui sont importants, c'est de donner toutes les assurances qu'une fois classé, ce bien sera bien protégé. Parce que le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un engagement de la part des gestionnaires à préserver pour les générations futures et pour l'ensemble de la communauté mondiale ce bien. Et donc ça, le fait qu'un parc national soit chargé de la gestion de ce futur bien est une garantie importante parce qu'on aura forcément les moyens pour ça.